Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat pour suivre dans un instant une table ronde consacrée aux fake news, aux rumeurs, aux fausses informations. Une table ronde qui s'inscrit dans le cadre du projet de loi qui a été annoncé par Emmanuel Macron en janvier 2018 pour lutter contre ce phénomène. Les sénateurs ont décidé d'anticiper sur ces textes et ont donc organisé cette réflexion, cette table ronde. Leur objectif, c'est de concilier à la fois la liberté d'expression et de communication d'une part, et d'autre part, la sincérité du scrutin, la liberté démocratique. Il faut dire que le problème s'est posé lors de la dernière campagne présidentielle, lors de laquelle Emmanuel Macron, alors candidat, avait fait l'objet d'entreprises de déstabilisation de fake news lancées sur Internet. Retour donc à cette table ronde qui s'est tenue mardi au Sénat, qui rassemblait des spécialistes de cette question, des universitaires, mais aussi des représentants de France Télévisions ou encore de Google France. Merci Monsieur le Président, merci Madame la Présidente de me donner la parole et d'avoir commencé effectivement avec les propos de Madame Gabriel qui m'avait demandé juste avant de partir de Bruxelles le dernier jour de demander à la France de bien faire attention à l'évolution européenne et ce pont symbolique que vous venez de faire pour moi me semble de bon augure parce qu'effectivement je crois qu'il n'y a pas vraiment de lignes maginaux de la malinformation. Une des caractéristiques actuelles de cette situation est qu'elle est transfrontière et qu'une solution peut-être nationale est problématique, même si il y a des enjeux de souveraineté nationale et d'intégrité des élections nationales. Que dire La Commission a proposé, par le biais des chercheurs, une définition, et je crois que c'est très important d'avoir une définition, parce qu'à partir de la définition, on peut prendre un certain nombre d'actions. La décision a été prise de ne pas utiliser le mot fake news, pour toutes les raisons que vous avez dites. En tant qu'anglicistes, nous nous retrouvons bien là-dessus, parce que j'espère que ça sera défalqué de mon temps de parole. Non, apparemment. Ici. Ceci étant sans rapport avec cela. Oui. Donc, fake, nous le récusons parce que beaucoup de ces informations, en fait, sont vraies, mais transformées, fabriquées, modifiées dans leur contenu. Et pas news, parce que c'est pas de la news, souvent c'est des faux comptes, c'est des automates qui n'ont pas un contrôle conscient ou avéré des contenus. Donc ça va pas du tout, c'est pas le bon mot, nous semble-t-il. On a choisi des informations pour montrer l'aspect manipulateur. Moi, j'opte pour malinformation, pour encore plus enfoncer le clou sur la malveillance et le malware, c'est-à-dire vraiment tout le côté automatisé et la malveillance automatisée qui est pour moi donc nouveau. Et donc je salue de ce point de vue-là la décision d'aller vers une réflexion commune sur cette question, parce que pour moi, on n'est pas dans le canular du 19e siècle. Voilà, donc voilà. Alors, on a décidé qu'il y avait deux types très importants et différents, mais qui peuvent aider à la réglementation si on doit aller jusque-là. La malinformation pour le profit, de type commercial ou publicitaire, et la malinformation politique portant atteinte à l'intégrité des élections, entre autres. Mais pas seulement, puisqu'on a pu démontrer, notamment pendant la campagne américaine, que ça peut prendre 2 ans pour pourrir, pour rendre toxique l'atmosphère des communautés d'usage. Moi, j'ajoute un troisième acteur qui est justement ces communautés d'usage qu'il ne faut pas négliger et qui, pour moi, me semble être l'intérêt et l'angle mort des lois actuelles. Comment aller chercher les crédules? Comment les ramener dans le berceau d'un débat démocratique contradictoire dans lequel leurs idées ne sont pas rejetées d'un bloc, fake news, mais qu'on peut ramener au sein d'un discours intelligible et intelligent. Parce que ce sont eux, en fait, qui sont les grands perdants, quelque part, de la démocratie. Donc, voilà. Dans le rapport que nous avons rendu, nous avons pris beaucoup de précautions, nous les chercheurs, parce qu'il n'y a pas d'effet avéré de la fake news et de la malinformation. Nous n'avons pas assez de recherche critique en ce moment pour dire ça change une élection. C'est même plutôt le contraire qui apparaît dans les 2 dernières recherches en Angleterre et en France.
qui est une bonne nouvelle, il y a une résilience. Il y a une résilience des électeurs. Ils ne se font pas avoir aussi facilement que ça en a l'air. Par contre, on sait qu'il y a une volonté avérée de nuire. Donc, en amont, on sait que, et c'est prouvé malheureusement aussi récemment, qu'il y a une volonté de nuire. L'effet délétère complet sur la population, c'est pas clair. Par contre, s'il n'y a pas un effet direct, il y a un effet très large et très diffus qui est celui, évidemment, du soupçon, avec des marchands de soupçons à la clé. Donc, une fois qu'on désigne les marchands de soupçons, on peut mettre en face les législations qui vont avec, me semble-t-il. Voilà. Mais j'alerte sur le fait que nous n'avons pas encore de recherche avérée sur le sujet et que, en tout cas, elle ne confirme pas l'existence de bulles de filtre. Elle ne confirme pas des changements de comportement dans les chambres d'écho. Voilà. Par contre, elle pointe Facebook. Elle pointe un certain nombre de médias sociaux parce qu'évidemment, ils sont des lieux de circulation, de diffusion, de propagation de l'information. Alors, est-ce à dire, parce qu'on n'a pas la recherche, qu'il ne faut pas agir? Je suis d'accord avec vous qu'il faut à un moment donné se dire, prenons les choses par le bon bout. Mais voilà, ça veut bien dire qu'il faut aller précautionneusement dans une forme de régulation. Et c'est un peu ce que nous avons choisi de faire au niveau de l'Union européenne en se donnant 2 temps. Le temps de l'autorégulation, mais une autorégulation qui va être mise en œuvre par de la régulation. Bon, une façon comme une autre de comprendre la gouvernance. Mais en tout cas, c'est un petit peu le premier message que je voulais vous transmettre. Les éléments qu'on mis en avant, c'est des besoins de transparence, que ce soit au niveau politique ou au niveau commercial. C'est la profession journalistique qui souffre beaucoup de la perte du coût de l'information. La valeur de partage a supplanté la valeur de l'information. La valeur de partage ne fait pas lire l'info. Elle fait recliquer un tweet à partir d'un titre. C'est pas bon. Clic et déclic, ça n'est pas la bonne stratégie. Mais les journalistes y contribuent eux-mêmes. Donc il faut savoir que les plus gros influenceurs en ligne sur les médias sociaux sont les grands médias. Donc il y a un problème entre ce que j'appelle la malinformation 1.0, celle créée par les grands médias eux-mêmes, et les petits médias d'ailleurs, et la malinformation 2.0, celle qui est poussée par la viralité des réseaux sociaux et des communautés d'usage qui vont avec. Voilà. Donc la profession doit être hautement remise en question et elle est en train de le faire. Et c'est une bonne chose et du coup elle regagne la confiance populaire d'après les derniers sondages. Autre préconisation, éducation aux médias et à l'information. J'y reviendrai. Et on aboutit à la proposition d'un code de bonne conduite auquel les GAFAM, dont Google, ont accepté de participer. Une élaboration qui sera faite avec eux et d'autres partenaires. Et on va se donner 1 an pour évaluer ce processus. C'est un processus de carotte. Il sera suivi éventuellement d'un processus de bâton si les choses n'évoluent pas. Voilà, ça c'est le groupe de recherche. Très rapidement. Ma position à moi est un petit peu différente, même si je ne renie pas les décisions que nous avons prises collectivement et par consensus. Je pense que nous aurions pu aboutir au niveau du groupe de recherche à une enquête sectorielle sur les plateformes et que nous sommes restés un peu en deçà. C'est-à-dire se poser la question de la réalité de la concurrence et des positions dominantes de certaines plateformes et de leur comportement publicitaire qui aident les marchands de soupçons, même si c'est une aide qui n'est pas volontaire, mais le système de publicité, le système de régie publicitaire et d'agrégation de contenu et l'algorithmique qui va avec, qui ne se positionne pas par rapport à l'authenticité ou par rapport à l'objectivité de l'information, mais par rapport à l'engagement et à l'émotion qu'elle suscite, pose un véritable problème. Voilà. Donc, je pense que là, nous avons besoin d'une enquête sectorielle qui serait basée moins encore sur la concurrence déloyale ou autre, que sur combien coûte l'information et combien ce comportement des GAFAM a-t-il coûté à l'information de qualité pour pouvoir restaurer cela. Et s'il faut créer un fonds allant alimenter les aides à la presse, allant alimenter de nouveaux médias, je pense que la loi pourrait aller vers des solutions positives de ce type-là, y compris jusqu'à la fiscalisation. Mais voilà, donc on n'est pas allé jusqu'au bout, mais c'est quelque chose qui reste comme un nuage gris au-dessus de notre travail. Pour ma part, je préconise
carrément d'aller vers une approche européenne avec nos spécificités européennes, c'est-à-dire d'aller vers une dorsale complète de services publics du numérique. Dorsale complète, c'est-à-dire des moteurs de recherche qui ne tracent pas, des médias sociaux qui ne mettent pas de publicité, des médias journalistiques de qualité avec un label comme celui du RSF, mais qui soient trouvables, parce que le grand problème de la qualité de l'information, c'est aussi qu'elle n'est pas trouvable en ligne, puisqu'elle est supplantée par l'information sensationnelle. Et moi, je propose qu'elle soit mise dans le pied de page de tous les sites et de tous les médias sociaux, en bas, avec toutes leurs normes qui ne sont pas atteintes par la publicité, donc une proposition concrète pour trouver l'information de qualité. Encore faut-il qu'on puisse avoir un lieu dédié, c'est parti d'un espace public, et des algorithmes d'intérêt général qui puissent être examinés par toutes sortes d'acteurs, donc y compris post-élection, afin de pouvoir faire le travail qu'on est en train de faire en ce moment, 2-3 ans après, de retrouver la vérité de ce qui a pu se passer dans une élection. Voilà, donc se donner une éclatante position européenne sur ce que c'est qu'un intérêt général du numérique. On peut le faire, on en a les moyens. Faut-il s'en donner la volonté politique? Oui, moi il me semble que c'est une réponse positive par rapport à la situation actuelle, qui est une réponse réactive et étroitement connectée à une période d'élection dont on sait qu'elle n'est pas soutenable parce qu'on peut s'y prendre bien plus à l'avance, que de toute façon une rumeur on met entre 12 et 14 heures sur Twitter à la démentir, et donc le mal peut être fait une veille d'élection, et à ce moment-là on n'aura pas de recours. Donc il y a vraiment un problème sur la temporalité sur lequel il faut aussi réfléchir. Dernier point, pour aller jusqu'au bout de ce processus de service public, évidemment l'éducation aux médias et à l'information, elle n'a pas de moyens. Et les mesurettes actuelles sont de la rustine. Donc il faut se donner les moyens. Pour nous, au niveau de la Commission européenne, ça a été de dire qu'il faut inscrire l'éducation aux médias et à l'information dans les compétences PISA, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit évaluée, parce que ce n'est qu'en étant évaluée qu'on lui donnera du prix. Il ne faut pas la confondre avec l'éducation numérique, qui très souvent de nos jours est considérée juste comme une mainmise sur les outils, et donc du code et de l'algorithme sans les valeurs derrière. L'éducation aux médias n'est pas en opposition à l'éducation numérique. Au contraire, elles vont les deux ensemble, main dans la main. L'une apporte le savoir opérationnel, l'autre apporte le savoir sur les attitudes, les valeurs et les comportements. Et on a besoin des deux, on a besoin d'une vision partagée européenne sur ce que c'est. Sachant que toute loi qui soit prise en France va être regardée de partout et qu'il va y avoir un effet domino. Comme on commence à le voir avec la loi qui a été prise en Allemagne, des pays comme la Russie, l'Indonésie, etc., sont en train de se dire, puisque l'Allemagne le fait, nous aussi. Et donc on risque d'avoir des lois liberticides dans d'autres pays qui vont se revendiquer de nous. Et je pense que là, il faut que nous ayons conscience de notre très grande responsabilité, nous, le pays des droits de l'homme, de dire, attention, nous ne touchons pas au contenu, les contenus sont sanctuarisés, on peut agir en amont, parce que je vous ai dit, une enquête sectorielle, un statut des médias sociaux qui relève des médias, parce que même si eux ne se réclament pas des médias, ils sont utilisés comme des médias de fait par tout le monde. Donc, allons-y. Qu'est-ce que ça peut être? Je pense qu'ils ont raison de dire on n'est pas comme tous les médias d'avant. Et il faut donc discuter avec eux de ce statut de médias hybrides qui pourrait être le leur. Moi, je parle d'infomédiaires, on peut parler de forum social, on peut parler de trustee, si on va dans le sens américain, mais ça veut dire des obligations de service public, de la transparence, du droit de réponse, comme il y a du droit à l'oubli. Donc, je pense qu'on peut imaginer, il y a 10 ans, personne ne pouvait imaginer le droit à l'oubli, on l'a bien créé. On peut imaginer un droit de réponse en ligne, un droit de démenti. Tout est possible à l'ingénieur si on lui en donne le défi. Donc c'est peut-être cette idée de défi et de MI que je voudrais finir. Il y a un risque en ce moment pour l'éducation aux médias et à l'information. Tout le monde en parle. C'est un grand moment pour nous, activistes qui sommes là depuis 50 ans. Mais elle est faite et financée pour le moment par des instances comme les GAFAM, qui soutiennent cette idée, on ne peut pas leur en vouloir, mais qui font que du coup, elle n'est pas indépendante. Donc je prônerais vraiment pour l'Europe une éducation aux médias et à l'information indépendante dans les missions de l'école, pas dans les missions des GAFAM, ni dans les missions des journalistes.
Donc, quelque chose qui soit pris en charge par les enseignants. En France, ça veut dire 12 millions d'enfants sur toute une scolarité obligatoire jusqu'à 16 ans. Je mets au défi les GAFA de former 12 millions d'enfants jusqu'à 16 ans, surtout maintenant qu'on commence avec les maternelles. Bon, donc il y a vraiment quelque chose qui ne peut pas être fait par le secteur privé, ça ne peut pas être privatisé. De même que la transparence, le retrait des contenus à risque que sont la malinformation ne peut pas être privatisé, ne peut pas être demandé de facto aux GAFAM non plus. Ce n'est pas leur job. Donc voilà. Moi, je souhaite vraiment une indépendance maximum de l'éducation aux médias et à l'information. Ça veut dire créer un fonds européen si c'est nécessaire. Ça veut dire créer un fonds national à partir d'une fiscalité imposée aux GAFAM dans les pays où elles opèrent. Et à partir de là, on pourra parler sérieusement. Mais je pense qu'elle ne peut être prise en charge fondamentalement que par l'éducation, en partenariat, mais par l'éducation nationale. Merci de votre attention. Merci, Madame Frau-Mex. Nous proposons de donner immédiatement la parole aux représentants de Google, puisqu'ils ont été largement évoqués à travers les dits GAFAM, la nécessité d'un code de bonne conduite. Il y a une défiance croissante envers les fameux GAFAM ces derniers temps. Donc peut-être pourriez-vous nous donner votre point de vue sur ce projet, cette proposition de loi, les débats actuels sur les fake news. Merci beaucoup, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Déjà, merci beaucoup de votre invitation à participer à ce débat. Je vais peut-être me mettre un peu en porte-à-faux à ce que disait Divina Frau-Mex, et notamment sur le concept de GAFAM, parce que par exemple, vous parliez de Twitter ou d'autres réseaux sociaux qui n'apparaissent pas dans l'acronyme. Et c'est vrai, je pense qu'il est important à un moment de prendre un peu de distance et de dire, voilà, il y a des entreprises de la tech, peu importe leur qualification. Et derrière, on a tous des activités différentes. Vous aurez des moteurs de recherche, vous aurez des réseaux sociaux, vous aurez des plateformes d'hébergement. Tous auront un rôle à jouer dans cette lutte contre la désinformation. Mais c'est vrai que dans une logique de globalisation, je pense qu'il est toujours bien de pouvoir segmenter en fait les différents métiers qui existent aujourd'hui sur le numérique et voir en fait comment ils interviennent dans cette chaîne, notamment de propagation des fausses nouvelles sur Internet. De mon côté, bien évidemment, je n'aborderai pas du tout les sujets qui concernent nos collègues, que ce soit de Facebook, de Twitter ou autre, et on restera effectivement focalisé sur le moteur de recherche sur Google et les autres services qui peuvent être développés. Comme je le disais, effectivement, c'est un sujet quand même que nous prenons vraiment sérieusement, puisque la logique même et l'approche même de Google, c'est celle de pouvoir organiser l'accès à l'information. Qui dit accès à l'information, naturellement, et notamment au travers du moteur de recherche, dit la volonté d'un certain nombre de personnes de biaiser cet accès à l'information. Et notamment d'avoir des débats en disant « je veux être parmi les premiers sites référencés et être ceux qui arrivent en tête des résultats de recherche ». Et donc cette problématique de l'accès à l'information et d'organiser cet accès à l'information et notamment de devoir traiter un certain nombre de biais que certaines personnes essaient de mettre dans nos résultats de recherche, c'est quelque chose sur lequel on travaille finalement depuis quasiment 20 ans, depuis la création du moteur de recherche. En ce qui concerne véritablement la question de la désinformation, je préfère parler de désinformation parce que le concept de malinformation laisse penser qu'en fait il y aurait une information qui aurait été mal formulée et donc on est plutôt véritablement dans une volonté, j'allais dire nous on a peut-être traduit peut-être trop mot à mot le concept de fake news, mais plutôt de viser la désinformation. De notre côté elle peut prendre effectivement beaucoup de formes différentes puisqu'en fait les différents acteurs malveillants eux-mêmes ont usage de différents procédés pour répandre ces fausses informations sur la toile. Et donc, bien évidemment, il n'y a pas de réponse unique et uniforme qui peut être mise en œuvre au regard de cette problématique-là. Je vais passer en revue en fait certains éléments. Thibault complétera également, notamment sur les questions de tout ce que l'on fait en matière d'éducation, puisque c'est un des sujets qui était abordé. Le premier élément, je pense, qui est assez important pour nous, c'est déjà comment faire en sorte que le contenu de qualité soit celui qui soit notamment bien identifié, correctement identifié par le moteur de recherche et notamment qui puisse remonter parmi les résultats de recherche. Parce que bien évidemment, ça permettra à l'utilisateur de trouver une information fiable en relation avec la recherche qu'ils ont pu saisir dans le moteur de recherche. On a annoncé un certain nombre d'initiatives.
tendant à améliorer justement ces résultats de recherche, tendant à lutter contre ce qu'on appellerait du spam, puisque finalement ces robots qui puissent et qui essaient de propulser des résultats de désinformation au sein même des résultats de recherche, ça peut s'apparenter à une technique de spam. Mais donc on a développé un certain nombre d'éléments qui notamment s'activent quelquefois, et on a annoncé plus récemment une de ces initiatives, puisque c'était il y a maintenant 15 jours. On a annoncé par exemple d'avoir des nouveaux outils, par exemple de traitement algorithmique et notamment du référencement et ce qu'on appelle le ranking, désolé pour cet anglicisme, mais de l'ordre de classement, qui va évoluer par exemple au moment où il y a une actualité. Par exemple, on a vécu récemment en France une nouvelle attaque terroriste. À ce moment-là, on peut voir arriver un certain nombre de requêtes faites par des internautes qui vont rechercher ces informations-là. Et donc, naturellement, ceux qui veulent répandre des informations erronées vont essayer de se greffer sur ces informations-là. Finalement, c'est un peu la logique d'offre et de demande. Des gens cherchent une information liée à l'actualité, des gens vont essayer de se greffer et diffuser des informations erronées ou volontairement faussement orientées. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que nous, on va mettre en place des systèmes algorithmiques qui vont permettre, par exemple, de pouvoir mettre en avant spécifiquement certains contenus de qualité, et donc, par exemple, de ne plus mettre en avant l'information la plus fraîche, puisque c'est là-dessus que jouent notamment certains robots, mais plutôt une information qui émane de sources qu'on pourrait imaginer être fiables. Après, la question, effectivement, qui peut s'ouvrir, c'est un des sujets, par exemple, qu'on a abordé récemment avec RSF, et celui de détermination de la fiabilité de l'information. Donc ça, c'est le premier élément, c'est-à-dire essayer, effectivement, de traiter la question finalement, qu'on pourrait qualifier quasiment de spam, mais cette fois-ci en matière de désinformation. Le deuxième élément sur lequel on intervient, c'est bien évidemment la lutte contre les contenus, on va dire négatifs, contre cette désinformation. C'est passé par plusieurs étapes, notamment la première étape par laquelle on est passé, c'est que parmi nos activités, on a des activités aussi de régie publicitaire pour compte de tiers. Et donc, bien évidemment, on a coupé aussi des comptes de sites qui utilisaient nos services publicitaires pour obtenir effectivement de la monétisation de leurs fausses nouvelles. Et donc, effectivement, à titre d'exemple, on a pu supprimer, c'était l'année dernière, environ plus d'1,7 milliard de publicités, toutes causes confondues, bien évidemment, mais ça veut dire aussi que 100 000 éditeurs de sites ont vu leur compte ont vu leur compte publicitaire être supprimé également, pour les mêmes raisons, c'est-à-dire on est dans une logique, effectivement, en quelque sorte de couper les vivres. Il y a un concept qu'on utilisait et qu'on a pu échanger à plusieurs reprises en matière de lutte contre la contrefaçon, qui était de suivre l'argent, le fameux follow the money. C'est un concept aujourd'hui qui s'applique également à la lutte contre la désinformation. Le deuxième pan, effectivement, qui était également soulevé, c'était celui de la presse, du soutien à la presse. Google a été, et notamment en France, on a été dans un des premiers pays à mettre en place un fonds de soutien à la presse. C'était d'abord au niveau français, ça a été ensuite au niveau européen, et il y a 15 jours, ça a été annoncé de manière plus globale, puisque c'est un fonds de 300 millions de dollars qui a été alloué de manière globale sur les 3 prochaines années. Il faut savoir qu'au-delà du fonds de la presse, qui est destiné justement à soutenir l'innovation, un des exemples qu'on peut citer, notamment, c'est qu'on cherche à financer certains projets innovants et de demander comme ça et de soutenir plus exactement les médias dans leur volonté justement de trouver des outils un peu différents. Un des exemples qu'on peut citer, c'est effectivement qu'on a participé au soutien financier du Décodeur du Monde à hauteur de plusieurs centaines de millions d'euros. Je ne divulguerai pas le chiffre exact. Pardon, centaines de milliers d'euros. Oui, pardon. Effectivement, on a été à l'origine de ce projet, puisqu'ils sont venus nous voir, ils nous ont dit on veut avoir un projet qui va venir un peu analyser les rumeurs qui circulent sur Internet, venir en quelque sorte fact-checker ce qui se dit, et on a trouvé que c'était un projet innovant justement et qui correspondait aux attentes aussi du secteur. Et donc effectivement, on est venu, on a apporté une contribution financière, et ensuite ils ont pu développer ce projet-là. Pourriez-vous nous dire, je vous interromps, parce qu'on voudrait être dans le concret aussi de la loi qui nous est proposée. Oui. Que pensez-vous des dispositions qui sont proposées dans le cadre de ce texte et qui vont certainement aussi avoir un impact sur des sociétés comme vous ?
Alors, en ce qui concerne le texte de loi plus spécifiquement, plusieurs choses à ce stade. Le premier élément, je pense qu'on est encore en train de revoir la proposition de loi puisqu'elle a été publiée récemment sur le site de l'Assemblée nationale. Donc on est en train de revoir dans les détails les éléments. Il y a un des aspects effectivement sur lequel la proposition de loi, en fait il y a on va dire deux aspects, mais un des premiers aspects c'est celui de la publicité en ligne et notamment de l'usage de moyens publicitaires pour promouvoir justement ces fausses nouvelles. Comme je le disais un peu avant, c'est déjà un phénomène que nous, on a mis en œuvre. C'est-à-dire qu'on a déjà un certain nombre d'outils qui ont été développés pour pouvoir identifier des comptes qui seraient destinés à diffuser cette désinformation en ligne. Il y a un certain nombre d'éléments qui aujourd'hui, bien évidemment, peut être améliorés et doivent être améliorés. Mais c'est vrai que, par exemple, sur la proposition de loi, on est plus aujourd'hui au stade d'analyse et notamment de regarder un certain nombre d'éléments parce qu'il y a des nouveaux concepts qui apparaissent, par exemple, dans la proposition de loi, notamment le concept de contenu d'information, puisque ça serait la publicité liée à des contenus d'information, et comment, en fait, ce concept-là doit être analysé. Est-ce qu'un contenu d'information, c'est un contenu, on va dire, renvoyant vers un site d'information? Est-ce que c'est un contenu qui serait de nature informative? Je ne sais pas, un article qui viendrait détailler une disposition de la loi sur l'immigration, est-ce que ça devient un contenu d'information? Est-ce que c'est-à-dire que automatiquement tout le régime juridique, y compris par exemple un article qui serait publié par un site d'information type Le Monde, Libération, Le Figaro, mais est-ce que c'est-à-dire que toute publicité qui viserait ou qui renverrait vers ce contenu-là serait automatiquement couvert par le régime juridique. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on a plusieurs éléments où on est en train d'essayer de comprendre en fait ces dispositions-là. On a eu des échanges avec le ministère de la Culture en la matière et on voudrait effectivement approfondir, notamment lors des différentes navettes parlementaires, certaines précisions parce que justement, il y a certaines notions qui nous paraissent encore floues, qui n'apparaissent pas encore dans le droit positif existant. Voilà. Bien. Je propose que nous nous tournions vers Maître Bigot, peut-être pour avoir quelques notions plus précises Maître que Bigot. ce qu'explique Monsieur Tabaka. Je n'ai pas bien compris vraiment quelle était bien votre position. J'avoue que ce n'est pas très clair pour moi. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs. Moi, je vais m'en tenir peut-être vraiment à une analyse assez terre-à-terre, assez juridique de ce qui est proposé et peut-être rappeler un peu l'existant. Parce que je tiens tout de suite à dire que l'existant est déjà assez significatif et n'est pas utilisé. Donc, n'oublions pas qu'il y a déjà 2 textes français qui sanctionnent les fausses nouvelles. Il y en a un premier dans la loi sur la presse, article 27, qui sanctionne les fausses nouvelles lorsqu'elles troublent la paix publique. Et il y en a un deuxième dans le code électoral qui sanctionne la fausse nouvelle lorsqu'elle a eu pour objet de porter atteinte à la sincérité des scrutins. Bon. Donc on a déjà ces 2 textes qui sont quasiment pas utilisés. Les décisions judiciaires sur ces 2 textes doivent se compter véritablement sur les doigts d'une main. Donc ce serait déjà pas mal d'utiliser l'existant. Alors on voit bien quand on cartographie un petit peu ces 2 textes qu'il y a une sorte de vide qui serait la fausse nouvelle qui ne porte pas un trouble à la paix publique et qui en même temps est de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin, mais sans qu'on ait la démonstration d'un effet réel, donc qui est susceptible de porter atteinte. Bon. Donc là, effectivement, il peut y avoir un petit vide. Mais surtout, il ne faut pas oublier que nous avons déjà un instrument très efficace concernant les fausses nouvelles, c'est tout simplement l'action en diffamation. La diffamation, c'est une information fausse de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération. Donc, prenons l'exemple qu'on a eu, par exemple, dans la campagne présidentielle, l'allégation selon laquelle Emmanuel Macron aurait eu un compte offshore au Panama ou je ne sais où, c'est une diffamation. Il avait donc parfaitement les moyens d'engager une procédure de diffamation pour faire juger qu'il avait été diffamé. Et ce moyen, il l'a aujourd'hui avec
des instruments qui sont très efficaces, puisque nous avons déjà dans la loi des instruments qui permettent au juge de juger dans les 24 heures en période électorale. Il n'y a pas besoin d'aller chercher un énième texte pour faire intervenir un juge des référés. Le juge des référés a aujourd'hui les moyens de sanctionner tous les troubles qui sont manifestement illicites. Donc tout contenu qui porte atteinte à un texte de loi est susceptible d'être de faire l'objet d'une saisine du juge des référés, et nous avons en plus, dans l'article 54 de la loi sur la presse, un texte qui oblige le juge à juger dans les 24 heures en matière électorale. Donc à quoi bon venir créer une nouvelle procédure de référé? Donc, si vous voulez, c'est vrai que pour tout ça, je trouve que la proposition qui est faite est largement inutile. Largement inutile, et je vais le dire comme je pense, de pure posture politique. Hein. Soyons clairs. Nous n'avons pas besoin de ce texte pour aujourd'hui pour éventuellement accompagner une sanction judiciaire de la fausse information. Alors après, il faut aussi, et vous le rappeliez, Monsieur le Président, se rappeler ce qu'est le modèle français en matière de liberté d'expression. Et le modèle français n'est pas du tout celui qui consisterait à sanctionner la malinformation. Hein. C'est tout l'inverse aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons la loi de 1881 qui pose un grand principe de liberté. Et il ne s'agit pas, dans ce grand principe de liberté, d'aller chercher qui s'exprime de manière bienveillante et qui s'exprime de manière malveillante. Surtout pas. Surtout pas. C'est à l'inverse de notre modèle. Notre modèle, au contraire, c'est de déterminer des incriminations précises, en dehors desquelles on est libre de dire ce qu'on veut, même lorsqu'on est malveillant. Il faut quand même bien le rappeler. Hein, même lorsqu'on est malveillant. Et j'aurais d'ailleurs tendance à dire que, pardon de le dire, mais la communication politique elle-même est souvent malveillante, hein, en période électorale. Donc attention à cela. Hein. Donc il ne faut vraiment pas changer de modèle. Il ne faut vraiment pas changer de modèle. Et aller vers un modèle qui consisterait à dire ce qu'est la bonne ou la mauvaise information, c'est vraiment ouvrir une boîte de Pandore. Et j'espère qu'on n'ira pas là-dedans. Alors après, faire une loi inutile, si ça vous amuse, pourquoi pas? Mais je pense que vous avez mieux... Maître, nous évitons de faire des lois juste pour nous amuser. Voilà. Nous avons d'autres occasions de nous amuser dans la vie. Il me semble qu'il y a beaucoup d'autres choses à faire. Voilà. Donc c'est une loi inutile. Ça peut être une loi dangereuse. Ça peut être une loi dangereuse parce qu'il faut savoir ce qu'est une fake news ou une fausse information. Si on commence à dire que la fake news ou la fausse information est une information controversée, mal présentée, présentée avec des arrière-pensées, attention, parce que là, évidemment, il y a des conséquences en matière de liberté d'expression en période électorale qui sont très importantes. C'est encore une loi inutile dans tout le dispositif qu'il y a concernant les signalements. Bon, là, je pense que Google ne me contredira pas. On peut signaler des contenus pédopornographiques et on peut les identifier. Je ne vois pas comment une plateforme, que ce soit Google, que ce soit Facebook ou un autre, peut identifier ce que serait une fausse information, une mauvaise information. Reprenons le cas du compte supposé offshore d'Emmanuel Macron, qu'un militant de La République En Marche le signale à Google en disant c'est inadmissible. Que fait Google? Est-ce que Google a les éléments pour dire que c'est faux? Évidemment non. Par conséquent, on est dans une impasse. Bon. Or, pour qu'un juge soit susceptible d'intervenir sur une fausse information, il faut que cette information soit démontrée, que nous ayons la certitude qu'elle soit fausse. Bon. Or, c'est là où effectivement le bât blesse. Donc, pour toutes ces raisons, je pense que ce projet est inutile. En revanche, je vois quand même des pistes intéressantes dans ce projet sur au moins deux plans.
D'abord, ça me paraît intéressant de cibler, comme l'a fait la proposition, la diffusion massive et artificielle. Parce que la diffusion massive et artificielle est un indice, je dirais presque, qui fait présumer la fausse information, ou qui fait présumer une malveillance, mais à échelle industrielle. Donc là je trouve ça intéressant d'aller chercher quelles peuvent être, si c'est possible, si c'est techniquement possible, parce que ça c'est une autre histoire, mais l'idée qui consisterait à aller chercher la notion de fausse information qui serait susceptible d'être sanctionnée dans les conditions dans lesquelles elle a été mise en ligne. Hein. Et cette diffusion massive et artificielle est intéressante, et en même temps, elle permet bien de cibler les choses et d'éviter de mettre sous pression les vrais médias, les médias qui sont les médias d'information qui ne sont pas concernés. Donc ça me paraît intéressant. Me paraît aussi intéressant l'idée de renforcer la distinction très claire entre l'information et la publicité ou la communication. Là encore, il faut quand même rappeler que nous avons des textes. Nous avons déjà des textes qui rappellent que toute information sponsorisée doit être marquée par des indications, publiées rédactionnelles ou que sais-je. Mais bon, en faire un autre qui dit la même chose, pourquoi pas si ça éveille les consciences. Mais là encore, c'est intéressant de bien cibler ce qui est information et ce qui est communication. Donc ça, ce sont des pistes qui sont, je pense, intéressantes pour tout le monde. Je pense aussi qu'on pourrait chercher du côté peut-être d'une distinction entre ceux qui s'expriment de manière anonyme et ceux qui s'expriment à visage découvert, où là, il pourrait y avoir aussi une incidence, une présomption en réalité peut-être plus forte de mauvaise foi sur celui qui s'exprime de manière anonyme et qui cherche par définition à échapper à une éventuelle sanction. Mais pour ce qui concerne le texte tel qu'il est aujourd'hui, voilà, les instruments existent. Je pense qu'on pourrait commencer déjà par les utiliser. Maître Bigot nous a dit qu'il fallait éviter de mettre sous pression les vrais médias. Je me tourne vers ce que je considérais être des vrais médias, c'est-à-dire les représentants de France Télévisions. Monsieur Brussigny, vous êtes directeur délégué au numérique. Oui, et me voilà au cœur de la tempête en tant que journaliste. Comme tous les journalistes qui ont eu à subir cette dévastation de la confiance d'abord, mais ça dure depuis si longtemps. Vous savez qu'il y a des textes de 1897 où on a interrogé les Français pour savoir quelle était la responsabilité des journalistes, qu'avaient-ils fait de leur pouvoir, entre guillemets. Et les plus belles signatures comme Zola, Jaurès et d'autres ont tenté de répondre à ce qui était déjà un débat national sur le déficit de confiance. Je lisais une revue cet après-midi qui s'appelle Le Temps des médias et qui, à l'ouverture, donne un texte qui date de 1700 sur la fabrication des fausses informations dans la fameuse gazette de M. Renaudot, qui était pourtant un brave homme. Et donc, effectivement, tout ça ne date pas d'aujourd'hui. Ce qui est regrettable, à la lumière de ce qu'a dit Divina Fromex, c'est qu'on en a perdu la mémoire. Il y a, de mon point de vue, dans la constitution d'un corpus nécessaire à l'éducation, à l'information, où je pense que les journalistes ont un rôle très important, pas tout seul, c'est la constitution d'un corpus pour l'éducation nationale. Mais comme c'est en grande partie notre savoir-faire, entre guillemets, quotidien, et notre histoire, il est impératif d'écrire cette histoire qui est en grande partie méconnue. Et donc, juste sur ce point d'éducation aux médias, c'est une bien belle chose qu'on s'évertue à célébrer. Elle est en pièces détachées, cette éducation aux médias. Son corpus est loin d'être rassemblé, pertinent, efficace. Il y a plein de choses formidables dans ce que disent les gens et les experts à propos des médias, mais
si nous allons tous ensemble à la librairie du coin, nous aurons beaucoup de difficultés à trouver le grand livre qui nous permettrait de faire correctement ce travail. Il y a donc un grand défi qui nous est lancé à la France, parce que vous l'avez dit, madame, c'est une question de démocratie, et cette question de démocratie, comme toujours, passe par l'éducation aux médias, et c'est un corpus à constituer. Alors, première chose, le service public est à la disposition, étant donné que c'est un grand responsable, j'allais dire un grand coupable en la matière. Nous sommes effectivement, d'emblée assignés à cette tâche que de constituer le corpus de l'éducation aux médias, avec une chose importante qui est l'éducation à l'image, parce qu'après tout, si on veut repérer la fabrication d'une image de pyramide qui sont couvertes de neige, comme c'est arrivé il y a quelques mois, et où le monde entier a repris cette image, sans aller voir ce qu'était la météo du Caire, parce que quand même, il est assez étonnant de penser que les pyramides étaient enneigées, eh bien tout le monde a repris, y compris parfois les familles de gens habitant au Caire lui-même. Donc vous voyez jusqu'où vont les choses, et pour autant la malveillance n'était pas à l'ordre du jour. Alors pour parler de cette loi et de ce qui nous réunit, je trouve simplement significatif qu'on soit obligé de faire une clarification du concept qui nous rassemble. De quoi parlons-nous? De la fausse nouvelle, du fake news, de la désinformation, de la malinformation. La précision du concept est essentielle. Et je rejoins fortement les propos de Maître Bigot. Il y a de quoi parlons-nous? Et je dirais, en ce qui nous concerne, et merci de nous dire que nous sommes des vrais médias, après tout, c'est ce à quoi on s'emploie, et c'est ce à quoi s'emploient les Français. En ayant la gentillesse de payer leurs redevances, c'est bien le moindre qu'on leur doit, de faire un vrai travail de journaliste. Ce vrai travail de journaliste, nous en sommes particulièrement soucieux, responsables, en tant qu'agents du service public, et nous devons rendre des comptes. C'est peut-être aussi ça, la chose nouvelle. Alors, pour parler de cette loi, je voudrais utiliser un mot que vous avez employé, qui est régulation. Eh bien, je trouve que cette régulation va de l'avant, sous sa forme autonome. Nous avons été tellement secoués par un certain nombre de scandales, de Timișoara en passant par la fausse mort de M. Martin Bouygues, que la moindre des choses, c'est de mettre en place les procédures qui font que nous puissions garantir une information de qualité, à savoir une information vérifiée. Et cette régulation mise en place chez nous, au niveau par exemple de France Info, que ce soit son support numérique, la télévision et le web, nous ne pouvons et nous nous astreignons à ne sortir une info qu'après une vérification puissante. Il y a donc, je pourrais aller beaucoup plus loin, pour dire par exemple que l'œil du 20h est un moment important pour essayer de démontrer quand les choses ne sont pas formidables du point de vue de la véracité de l'information, même si nous sommes critiquables, et nous le sommes toujours. L'information n'a pas de caractère scientifique, c'est une activité humaine. Mais précisément, les contraintes qu'on doit lui faire, sur lesquelles elle doit s'établir, doivent être d'autant plus fortes. Donc, permettez-moi de plaider pour cette régulation qui signifie pour le service public trois choses. Je l'ai dit, la question de l'éducation aux médias, qui nous agite puissamment et sur laquelle nous essayons de promouvoir un certain nombre de choses, y compris de son histoire, et d'être aussi au plus près des enfants, des publics. Le service public ne peut pas déroger à sa responsabilité d'aller au contact des écoles. Il doit produire
des modules, produire un certain nombre de vidéos, produire des vade-mecum qui peuvent servir à chasser la fausse information, y compris, par exemple, en jouant avec le feu, c'est-à-dire en permettant aux gens de fabriquer de la fausse information, de façon à ce qu'ils comprennent comment tout à coup, l'un ou l'autre membre d'une école peut devenir le personnage épouvantable chassé par tout le monde. Et dernier point, à l'antenne même, nous avons la nécessité impérieuse de faire apparaître la transparence de nos procédures. Comment arrivons-nous à produire telle ou telle information en termes de reportage, en termes d'enquête, en termes de sujets pédagogiques? Cette pédagogie, précisément de l'information au moment même où nous la diffusons, c'est aussi une responsabilité qui permet, par son acte éducatif, de lutter contre la fausse information. Tout ceci pour vous dire que les journalistes de France Télévisions s'interrogent beaucoup sur cette loi. Nous nous posons beaucoup de questions. Pourquoi ne pas garder l'arsenal tel qu'il existe? Et je rappellerai que 1881, c'est une bouffée d'oxygène extraordinaire pour toute l'information, pour sa liberté. C'est même un retentissement mondial qu'a pu avoir cette loi. Il a été dit que le retentissement mondial de cette loi que nous nous apprêtons peut-être à adopter peut également être très puissant. Et parfois au nom de précisément son contraire, c'est-à-dire le liberticide. Nous sommes prêts à réfléchir sur toute piste, tout ce qui peut permettre de mettre au clair l'information et de faire en sorte que les vrais médias soient repérables pour les Françaises et les Français, et en particulier pour les jeunes. Et je finirai sur ce point. Ce matin, je me trouvais à Radio France devant près de 400 jeunes filles venues des quartiers, comme on dit. La plupart connaissaient ce que sont les Illuminati. Toutes nous ont parlé du caractère fun qu'il pouvait y avoir à répercuter et à plonger dans ces affaires de complot. Il y a là une alerte incroyable et une mise en cause de notre responsabilité première. Ce que nous pouvons faire et ce que nous devons faire à l'égard des jeunes générations, c'est aussi notre préoccupation à l'égard de la fausse information, de la désinformation et à l'égard de l'information de qualité. Je vous remercie. Bien, Monsieur Benamou, vous êtes notre dernier intervenant. Avant que ne soient poussées un certain nombre de questions, je rebondis sur ce qu'a dit Monsieur Brésigny. Il a parlé de l'impérieuse nécessité de faire apparaître la transparence des procédures. À l'heure où les nouvelles sont diffusées via Internet, à travers les plateformes, différents réseaux sociaux, où les algorithmes jouent leur part, peut-on être sûr de la transparence aujourd'hui des procédures dans la manière dont l'information va circuler ou apparaître, être mise en somme en avant? Vous qui avez été délégué aux usages de l'Internet. Merci Madame la Présidente, merci Monsieur le Président. La réponse courte serait non. Je vais quand même tenter d'être un petit peu plus précis. La transparence des algorithmes est un sujet essentiel pour la discussion qui nous occupe aujourd'hui. Parce qu'on le voit bien, les différentes plateformes, qu'il s'agisse de Facebook avec ses fils de news, qu'il s'agisse évidemment de YouTube pour ce qui est de Google, pratiquement toutes ces plateformes utilisent des algorithmes qui sont parfaitement opaques. Je vous invite tous à vous référer à l'excellent ouvrage d'un universitaire américain, Frank Pasquale, un ouvrage au titre évocateur, The Black Box Society, la société boîte noire, où il plaide pour une transparence qualifiée. C'est-à-dire, en clair, il est évident aujourd'hui que dans ces débats que nous avons eus, par exemple, autour de Parcoursup, anciennement APB, sur la transparence algorithmique pour les administrations, il est évident que le code source d'une application est une chose qui est totalement illisible pour le grand public. Mais, à un moment donné, il faut que des personnes expertes soient à même d'analyser un code source quand il y va de notre vie.
Je rappellerai que bientôt se poseront, et on le voit ces derniers jours au travers d'une actualité dramatique, se poseront des problèmes sur les algorithmes des voitures sans pilote, qui effectivement devront être débattus et devront faire l'objet d'un véritable débat démocratique pour savoir quels seront leurs comportements en situation d'accident. Eh bien, de la même manière, le choix des informations, tel qu'il intervient sur des plateformes comme Google News, comme le fil de news de Facebook, comme évidemment et peut-être surtout sur YouTube, sont des choses extraordinairement importantes. Pour l'instant, nous n'y avons pas accès. Cela reste effectivement des secrets industriels. Je crois que lorsqu'il est question de choses aussi sensibles que le devenir de nos démocraties et le fonctionnement de nos sociétés, cette transparence ne sera pas soutenable, ne sera pas durable. Et je pense qu'effectivement, il sera nécessaire d'établir un niveau de transparence qualifié, pour reprendre le terme. Je précise d'ailleurs que, et là je reviendrai un peu sur ce qu'a dit mon excellente voisine, Madame Fromex, il commence à y avoir des études sur l'impact émotionnel, voire l'impact idéologique. On l'a vu en France avec cette étude effroyable sur le degré d'adhésion aux thèses complotistes, puisque M. Brugini y faisait référence. Mais globalement, vous avez une étude très intéressante de l'Université de Cornell, donc à New York, et l'Université de Californie, sur l'impact émotionnel d'une modification du fil de news de Facebook sur 700 000 personnes, donc sur un panel assez consistant, et on a vu effectivement qu'on réussissait à manipuler émotionnellement. Et qui dit manipuler émotionnellement, dit par la suite, quand on y met les moyens d'intelligence artificielle, cela peut aussi manipuler idéologiquement, et on l'a vu justement avec ce que vous rappeliez, Madame la Présidente. Vous avez eu l'occasion de vous saisir du sujet de la surveillance de masse liée à l'affaire Snowden. Il y a quelques années de cela, il y a eu un avant et un après Snowden. Je crois qu'il y aura un avant et un après Cambridge Analytica. Et Facebook et Cambridge Analytica, si vous le préférez. Parce que je crois que nous sommes en train de nous rendre compte que ce que nous pensions intuitivement comme étant la bonne volonté des acteurs, la bonne volonté des plateformes, se heurte à la dure réalité. La dure réalité de la manipulation, la dure réalité des intérêts, la dure réalité géopolitique de l'intervention stratégique d'un État étranger dans le fonctionnement démocratique de l'élection américaine, probablement de l'élection sur le Brexit, probablement d'autres élections, y compris, effectivement, la chose a été évoquée par les plus hautes autorités de l'État pour l'élection présidentielle, d'où cette loi, ou cette proposition de loi à laquelle nous sommes censés réagir aujourd'hui. Je crois effectivement que si nous ne faisons pas en sorte que ces préoccupations ne soient plus l'objet des seuls acteurs. Je citerai pour ce point, puisque tout à l'heure on parlait, et c'était le propos de la commissaire européenne, de l'autorégulation. L'autorégulation a clairement montré ses limites. On peut le dire clairement, l'autorégulation, sur ces points, a échoué. On peut le dire d'autant mieux qu'un des partisans historiques et un des pionniers historiques de l'Internet, Tim Berners-Lee, en appelait à la loi récemment, en disant les plateformes ne peuvent plus faire l'objet d'une autorégulation. En anglais, on parle de multi-stakeholder, c'est-à-dire une régulation multipartite, sans qu'il y ait véritablement un pôle de décision qui soit clairement pris par rapport à cela. Je crois que nous ne pouvons plus. C'est en ce sens-là que je pense qu'il y aura un avant et un après. Je rappellerai d'ailleurs, c'est une coïncidence de presse assez intéressante, hier, dans le New York Times, vous aviez 2 éditos. Le premier était issu du board du New York Times, donc ça représentait l'opinion du journal lui-même, demandant et en disant le problème n'est pas Facebook, le problème c'est que nous avons des lois qui sont beaucoup trop molles en matière de protection de la vie privée. Et donc ça c'était effectivement le premier édito. Et le second, plus étonnant encore, de Tom Wheeler. Tom Wheeler c'était l'ancien patron de la FCC, l'autorité fédérale donc sur les communications américaines, et effectivement qui disait c'est l'Europe qui est en train de nous montrer le chemin. Et je vous cite cette phrase qui est tellement délicieuse que nous n'entendons que trop rarement, le nouveau monde doit aussi apprendre de l'ancien. Et je crois... N'est-ce pas? N'est-ce pas? J'ai plaisir comme vous à lire ce genre de choses à la première page du New York Times. Donc, ce qu'il faut dire, c'est qu'effectivement, on se rend compte, et je crois qu'il faut revenir sur l'actualité législative récente de vos travaux au Sénat et de l'Assemblée, mais aussi effectivement des travaux européens sur le règlement général sur la protection des données. Ce règlement général a un effet bien au-delà des frontières de l'Union. C'est ce que dit d'ailleurs Tom Wheeler. Il dit le consommateur américain sera impacté par ces décisions sur la protection. Et il dit nous devons effectivement durcir les lois sur la protection, ce à quoi nous venons d'assister autour de Facebook et de Cambridge Analytica, ce sont des procédures qui étaient, je le précise, initialement légales. C'est-à-dire que les gens donnaient un accord évidemment non éclairé, au sens où on entendrait en Europe, et effectivement par la suite,
ils ouvraient les vannes en grand pour que quelques centaines de milliers de personnes puissent permettre de capter 50 millions de profils et effectivement en faire une moisson pour aller influencer une élection. Et je reviens sur l'élection américaine, elle s'est jouée à 90 000 voix dans quelques États clés. Même si le vote populaire a été acquis par Mme Clinton, les quelques voix qui ont manqué pour l'élection de son côté à elle étaient effectivement en nombre très restreint. Pensez qu'une machine de guerre telle qu'elle a pu être mise en œuvre, probablement d'ailleurs en collusion possible avec des intérêts étrangers, en tout cas ça fait l'objet d'une discussion, ait pu influencer 90 000 voix, c'est quasiment certain. C'est quasiment certain. Donc de facto, nous devons nous poser ces questions sur le fonctionnement de ces plateformes d'un point de vue algorithmique. Tout à l'heure, il était question des notions de complotisme. Je rappellerai, c'est un de nos membres du conseil scientifique, Tariq Karim, qui nous disait récemment, j'ai regardé des vidéos sur l'affaire de Parkland, vous savez, ce massacre dans l'école américaine. Et il dit la vidéo suivante, c'était la vidéo du patron de la NRA, le lobby des armes. Eh bien, de la même manière, vous avez des gens qui regardent des vidéos sur l'actualité politique, par exemple, malheureusement, des attentats, et qui vont être amenés à avoir des vidéos de plus en plus atroces. Et en ce sens-là, je le précise, je ne stigmatise pas la plateforme en la soupçonnant de quelque forme de culpabilité ou de complicité par rapport au contenu en question, mais tout simplement parce que l'on voit que les gens restent longtemps sur ces vidéos. Or, le principe même, le modèle économique même de ces plateformes, c'est de faire en sorte de montrer de la publicité. Ce que montre l'affaire Cambridge Analytica, c'est la dérive extrême liée à la dissémination des données personnelles, mais la dérive extrême de ces modèles économiques dans lesquels ces moissons d'informations sont hautement profitables à la plateforme. Donc je crois que, et d'ailleurs je préciserai que Mark Zuckerberg, qui est interviewé il y a 2 jours sur Vox, est revenu longuement sur ces questions et a dit « Au mieux, il nous faudra plusieurs années pour essayer de corriger le tir dans ces domaines ». Et je crois effectivement que nous devons aujourd'hui nous interroger sur effectivement les limites que nous souhaitons en tant qu'État démocratique et en tant qu'Union européenne aussi imposer à ces plateformes dans ces domaines. Penser qu'elles se réguleront par elles-mêmes et qu'elles effectueront une rédemption dans laquelle effectivement elles pourront prouver la main sur le cœur que ce genre de choses ne se reproduira pas est une illusion. Est une illusion. Je rappellerai que effectivement les nouveaux risques auxquels nous sommes confrontés, c'est effectivement de la manipulation de masse par des systèmes, donc des robots qui vont aller cibler certaines personnes et en fonction effectivement des retours d'informations tels qu'ils auront pu être créés, par exemple comme des sociétés comme Palantir ont pu le faire et on l'a démontré dans l'affaire Cambridge Analytica. Mais l'étape suivante est encore moins agréable ou plus inquiétante. L'étape suivante, ce seront des intelligences artificielles qui vont faire en sorte que ça soit le moins visible possible. Ultra personnalisé, ultra distribué, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas, vous savez, c'est un peu comme les problèmes se posaient pour les votes en ligne, où on avait des bourrages électroniques d'urnes à certains endroits. Non, le but c'était de disperser les votes de manière à ce que ça ne se voit pas trop. Et bien là, sur les news, ce sera beaucoup plus difficile. Certains prévoyant même qu'il faille des intelligences artificielles pour savoir si une intelligence artificielle est à l'œuvre de l'autre côté pour essayer justement de modifier ou d'influencer un scrutin. Donc là-dessus, je crois que nous ne pouvons plus nous permettre le luxe de la naïveté par rapport à ces questions. Je crois que ces questions sont devenues à ce point importantes pour le devenir de nos sociétés, tant d'un point de vue économique que d'un point de vue social et politique. Et je crois effectivement que, certes, l'un des problèmes qui fait qu'il y a peu d'études dans ces questions, c'est que les réseaux sociaux se sont développés en gros sur une décennie. Je rappellerai Facebook créé en 2003, véritablement développé au milieu des années 2000, et effectivement, en gros, c'est une petite décennie. Et donc, il est vrai qu'on ait un petit peu le nez collé sur l'événement. Vous rappeliez, Madame la Présidente, l'intervention remarquable et remarquée ici même de Monsieur Lawrence Lessig, le professeur, qui effectivement était légitimement inquiet, et à l'époque nous ne le comprenions pas autant que nous le comprenons aujourd'hui, sur le devenir de la société et de la démocratie américaine, en disant que auparavant elle pouvait être captée par des groupes d'intérêt, désormais elle peut être captée par des puissances technologiques, y compris étrangères, et on l'a vu. Et donc je crois que nous devons collectivement, et c'est peut-être l'un des reproches fondamentaux que je pourrais faire au texte qui vous a été proposé, c'est qu'il a, excusez-moi l'anglicisme, un scope trop étroit. C'est-à-dire qu'il se focalise sur, effectivement, comme vous le disiez, Madame la Présidente, sur la période préélectorale, en oubliant
tout le reste, c'est-à-dire effectivement l'ensemble des phénomènes qui peuvent aider à modifier le climat dans lequel les élections se produisent. Le Brexit sera, me semble-t-il, un terrain d'étude extraordinairement important dans ce domaine pour nous, effectivement, parce qu'il est plus proche. Et je terminerai en disant, effectivement, en citant un autre universitaire américain, philosophe et constitutionnaliste, M. Kassenstein, qui a écrit un ouvrage sur ces questions, puisqu'il était tout à l'heure question des effets de bulles, de filtres, de bulles, de polarisation de groupes, c'est comme ça qu'on les appelle. Et il a eu une phrase, déjà dans un ouvrage plus ancien, où il disait « Je considère qu'une démocratie digne de ce nom, non seulement met en contact des opinions différentes, et permet le débat, mais nous met en contact avec des opinions qui nous dérangent. Le danger étant, et on l'a vu, au travers en particulier de l'élection américaine, c'est que les gens étaient progressivement amenés à ne rencontrer que des gens qui étaient plus radicaux dans les opinions qu'ils avaient, et donc, au fur et à mesure, les inciter à eux-mêmes se radicaliser. Si nous ne faisons pas en sorte que les personnes puissent, avec des contenus de qualité, être en contact avec des opinions divergentes, voire même qui les dérangent, des opinions abrasives, là, effectivement, nous aurons perdu beaucoup de ce que nous considérons être l'essentiel du débat démocratique. Et donc, je crois effectivement que, et par la régulation algorithmique, par l'évitement nécessaire de la radicalisation algorithmique, dont je parlais tout à l'heure, je crois qu'il nous faut effectivement désormais passer à un autre stade, où effectivement, même les esprits les plus rétifs à cette notion commencent à se convaincre de l'idée qu'il nous faudra une régulation par la loi, et pas uniquement par l'autorégulation des acteurs. Et je crois effectivement que nous, État démocratique, quand je dis nous, c'est nous France, mais évidemment nous Europe, puisque les décisions françaises auront forcément un impact sur nos voisins, avons à rentrer dans cette perspective, sachant que non seulement nous serons observés à l'échelle du continent européen, mais certainement bien au-delà, y compris même par l'évolution de l'opinion publique américaine et anglo-saxonne, qui est en train de se rendre compte que ce qui a toujours été perçu comme la volonté juridique extrême, le juridisme européen ou surtout le juridisme français, ils sont en train de se rendre compte que sur ces notions, en particulier lorsqu'il est question de la base de ce dont nous parlons, c'est-à-dire la donnée personnelle, puisque c'est ce qui permet après de cibler, de faire le micro-targeting, comme on dit, ils se rendent compte que nous étions plutôt pionniers et que nous avions clairement plutôt raison dans notre défiance à la dissémination tous azimuts, comme on a pu le voir encore récemment avec cette histoire effroyable d'un réseau de rencontres pour homosexuels dont les données sur la séropositivité ont été revendues à toutes sortes de publicitaires sans même que les personnes en aient conscience. Et donc on se rend compte tous les jours qu'il y a effectivement une nécessité à effectivement durcir et aller plus loin. Et je dirais que le RGPD, dont effectivement les travaux ont été menés ici pour le règlement européen, est un élément parmi un ensemble de stratégies que nous devons mettre en place à l'échelle européenne. Merci, Monsieur Benamou. Alors, j'ai 3 demandes de prise de parole de collègues qui veulent aussi intervenir dans le débat. Monsieur Malhuret, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. 2 ou 3 réactions. La première, par rapport à ce que disait Maître Bigot tout à l'heure. Je comprends parfaitement, et je pense que beaucoup ici partagent ce sentiment, qu'il faut toucher à la liberté d'expression, comme disait Nietzsche, avec des pattes de colombe. Et que je comprends, maître, que c'est bien le principe de la loi sur la presse, que c'est bien le principe des différentes lois dans notre pays sur la liberté d'expression. Mais la démonstration que vous faites, et qui consistait à dire, en définitive, nous avons déjà des lois, pourquoi en faire une nouvelle, ne m'a pas convaincu, au contraire, je dirais. Vous avez cité les 3 seules lois dont nous disposons aujourd'hui, la loi sur la presse de 1881, la loi électorale. Elles mettent toutes des restrictions à la possibilité de contrer des fausses informations, et la loi sur la diffamation. Mais les sanctions qui sont prévues par cette loi, et surtout les sanctions qui sont décidées par les juges aujourd'hui, sont ridicules. Est-ce que vous pensez une seconde que Poutine a quelque chose à faire de ces 3 lois qui existent aujourd'hui lorsqu'il explique que Macron, enfin lorsqu'il fait expliquer que Mme Clinton, lorsqu'il diffuse les mails de Mme Clinton, ou lorsqu'il fait diffuser le fait que Macron ait des comptes dans un paradis fiscal. Évidemment que ces lois aujourd'hui ne s'appliquent pas à ce fait-là, et qu'il faut trouver de nouveaux outils de lutte.
Et de ce point de vue-là, je suis d'accord avec M. Benamou pour dire que ce que je peux reprocher à la loi aujourd'hui, ce n'est pas d'exister et d'être une proposition, c'est de ne pas aller assez loin en se bornant à la période préélectorale et en définitive en prévoyant des sanctions qui probablement ne feront pas beaucoup plus de mal à ceux qui sont les auteurs que les sanctions d'aujourd'hui. Moi, je pense qu'il faut non seulement une loi, qu'elle est compliquée, qu'elle est délicate, mais qu'il faut aller plus loin et sans doute beaucoup plus loin. Deuxième réflexion que je voudrais faire, c'est que, et c'était l'introduction de Catherine Morin-Desailly tout à l'heure, je pense qu'elle avait parfaitement raison, on n'y est pas revenu depuis, je crois, et quelqu'un tout à l'heure parlait de précision du concept. Je pense qu'il faut la précision des concepts. Catherine Morin-Desailly nous disait tout à l'heure, il y a plusieurs catégories. Et je pense que les fake news aujourd'hui sont devenus un mot valise sous lequel on regroupe des notions différentes. Et que si on en reste à une définition univoque, nous n'arriverons pas à cerner la réalité. Si on regarde cette dénomination générale, ou si l'on garde cette dénomination générale, on n'arrivera jamais à trouver les instruments de lutte contre ce fléau, parce que dès que nous proposerons une mesure qui s'applique à une partie des fake news, nous aurons immédiatement les oppositions de ceux qui diront « mais ça ne s'applique pas au reste et par conséquent vous faites atteinte à la liberté d'expression parce que vous avez une loi générale ». Il est donc, à mon avis, nécessaire de préciser la notion de fake news, ou plutôt d'arriver à une classification. Et c'est un peu ce que vous commenciez à faire, Madame la Présidente, tout à l'heure, de ce qu'on appelle les fake news, afin de pouvoir proposer des mesures de lutte qui soient spécifiques et qui ne tombent pas sous le coup de ceux qui s'opposeront à leur universalité. Moi, je vois, bien entendu, c'est un simple exemple, parce que la classification, elle va être délicate et difficile, mais je vois au moins 3 catégories de fake news et 3 catégories d'émetteurs de fake news. La première ne concerne pas la loi. La première, c'est celle des milliards d'abonnés aux réseaux sociaux, parmi lesquels des milliards ou des millions d'idiots de base, vous en parliez tout à l'heure, M. Brosini, des milieux de base qui trouvent que c'est fun et qui vont être beaucoup plus que les robots encore, les propagateurs de l'ensemble de ces fake news. À ceux-là, bien entendu, comme le disait Mme Fromex tout à l'heure, bien entendu qu'il faut peser sur l'enseignement, qu'il faut que les GAFAM prennent des engagements par rapport à cela, etc. On est bien d'accord, mais on ne va pas les poursuivre, cela. C'est dans le cadre de la liberté d'expression et il y faut de l'éducation et de l'engagement. La deuxième, qui me paraît, elle, relever de cette loi et qui, justement, ne va pas assez loin, la deuxième, c'est celle des organisations qui, délibérément, des organisations, je ne parle pas des gouvernements pour le moment, des organisations, qu'elles soient commerciales ou qu'elles soient, par exemple, des organisations terroristes ou d'autres qui font qui ont intérêt à cette désinformation ou qui ont intérêt commercial à cette fuite de données. Je pense que l'autorégulation, comme vous le dites, a échoué et que là, nous avons, en tant que législateurs, une responsabilité à définir avec les acteurs, avec les GAFAM, bien entendu, pas contre eux, avec eux, mais aller beaucoup, beaucoup plus loin. Et enfin, la troisième catégorie, c'est la désinformation qui vient de la part de gouvernements. Et ceci, ça n'est pas du tout la même chose. C'est une guerre numérique. Aujourd'hui, ou au moins une hostilité, si le terme de guerre vous choque, mais enfin le terme de guerre, à mon avis, dans le domaine économique et tout, on l'a accepté. Il y a aujourd'hui, de la part, par exemple, de la Russie, une guerre numérique qui s'applique et qui cherche à casser l'Europe en des morceaux différents, qui a cherché à peser sur l'élection américaine. Et ça, c'est pas de la loi, c'est de la politique et c'est du courage politique. Nous avons à y répondre d'une façon politique, de la même façon que les Anglais ont réagi à l'assassinat par le renvoi. Il faut quand même, un jour ou l'autre, avoir ce courage-là. Nous n'avons même pas le courage aujourd'hui. Nous sommes dans une situation, je prends un exemple, où 3 mois après que Emmanuel Macron ait expliqué devant Poutine que Russia Today n'était pas un site d'information, mais un site de propagande, et que c'était exactement comme dans les fins de l'ère Brejnev, le directeur AD du KGB, maintenant c'est le directeur AD du FSB qui met en place Russia Today et Sputnik. Ces organismes sont des organismes de propagande, et 3 mois après cela, le CSA,
3 mois après que Macron décide cela, le CSA décide sans problème d'accepter l'enregistrement de Russia Today de la même façon que France Télévisions. Moi, je serais France Télévisions, je trouverais ça effroyable. Et là, c'est un problème, c'est un troisième problème qui est un problème de courage politique. Donc voilà, je voulais là-dessus simplement dire, il me paraît nécessaire de faire une classification parce que on ne peut pas avoir une loi qui s'applique indépendamment à toutes les fake news, sinon on sera critiqué. Madame Robert. Oui, merci beaucoup. Je vais être rapide parce que vraiment, d'abord, je voulais vous remercier parce que c'était à la fois passionnant mais aussi vertigineux parce que ça permet de tirer des fils mais tellement large que vous avez raison et on se retrouvera sur un terme qui est, c'est un enjeu de démocratie, mais à un point qu'on ne peut pas s'imaginer. Et on s'imagine, puisqu'on vient de travailler sur le RGPD, qu'il y a encore beaucoup à faire. Je vous rejoindrai et sur les propos de mon collègue pour vraiment, par rapport à ce texte qui va nous arriver, nous dire tout simplement de quoi on parle. Et alors, je ne sais pas s'il faut identifier, classifier, regarder les natures de fausses nouvelles, mais je pense qu'il y a en tout cas, pour que, à la fois, on examine ça en toute sérénité pour ne pas finalement voter quelque chose qui pourrait nous être reproché parce qu'on atteindrait là je dirais, des libertés fondamentales qui nous tiennent à cœur et je crois que nous serons extrêmement vigilants en la matière pour se dire que c'est aussi derrière cela la question, et vous l'avez évoqué, Monsieur Benamou, des peurs, des angoisses. Et on voit bien que sur les fausses nouvelles, derrière, il y a toujours des finalités, des objectifs. Et peut-être serait-il intéressant, pour préciser de quoi on parle, de se dire précisément là aussi quels objectifs et quelles finalités ces fausses nouvelles veulent atteindre. Et peut-être aurions-nous là aussi des éléments de réponse pour pouvoir exactement préciser le périmètre qui est concerné par ce texte. Je vous rejoins vraiment sur la question de l'éducation. C'est à l'école que ça doit être fait. Ça fait des années que l'on en parle et je pense que cette question d'éducation à l'information et aux médias, aujourd'hui par rapport au contexte que nous avons entendu, que vous avez évoqué et que l'on vit en permanence, est devenu un enjeu absolument essentiel et démocratique. Et je crois que l'école, on a beaucoup parlé, nous sommes la commission de l'éducation avec la présidente où on parle d'éducation artistique et culturelle, rajoutons et numérique, mais Catherine, vous l'avez fait, mais je pense que là, il y aura matière, en tout cas, à interpeller la ministre, parce que c'est dans le discernement que, là aussi, les choses doivent se jouer. Alors maintenant, je ne parlerai pas des mots de confiance, de doute, de fiabilité de l'information, et vraiment, je vous rejoins, monsieur, il n'y a absolument pas de problème pour se dire que la garantie de l'information vérifiée est absolument fondamentale. Mais je voudrais te poser une question peut-être un peu naïve. Est-ce que technologiquement, il pourrait y avoir des dispositions qui nous permettraient en temps réel de pouvoir vérifier si effectivement l'information est bien garantie ou sourcée. Je le dis en temps réel parce que, alors je ne sais pas si c'est possible, parce que finalement, derrière cela, et j'arrête, hein, c'est l'ensemble de nos concitoyens qui sont concernés. Donc c'est nous-mêmes, à la place qui est la nôtre quand on lit et qu'on reçoit une information, où à un moment, s'il y a doute, on doit pouvoir vérifier, ou en tout cas lever le doute. Comment peut-on lever le doute ? Une réponse extrêmement courte, M. Benamou, parce que j'ai des collègues... Je ne me substituerai pas, mais... Non. D'un point de vue technologique, la question était technologique, donc je vais tenter d'y répondre en tant que, entre guillemets, technologue. Oui et non, madame. Il est possible de faire un graphe quasiment en temps réel sur la diffusion d'une nouvelle. Et en fonction de la diffusion de cette nouvelle, voir s'il y a des pôles qui peuvent apparaître comme artificiels, détecter les robots des humains. Je précise que la chose deviendra de plus en plus compliquée avec le temps. Mais oui, ça l'est déjà, pour partie. Mais en tout cas, les schémas, vous voyez, les schémas de diffusion des nouvelles, et en particulier au travers de l'affaire Cambridge Analytica, commencent à être étudiés, et on se rend compte qu'effectivement, pour essayer d'avoir l'impact le plus grand, il y a des schémas qui ne sont pas, entre guillemets, naturels. Ne m'en demandez pas plus, ça fait partie des recherches toutes récentes qui sont menées en ce moment
par des centres au Berkman Center et ailleurs. Et c'est vrai que là-dessus, je crois que, et je rejoindrai la préoccupation de Madame Fromex, il nous faut commanditer et aider à développer beaucoup d'études, faire en sorte que beaucoup de doctorants travaillent sur ces mécanismes. C'est effectivement, comme le disait Madame, l'un des piliers de notre démocratie que d'aider à le faire. Madame Fraumeig, puis Monsieur Brusini, puis après je redonne la parole à mes collègues. Comme d'habitude, j'ai oublié de plaider pour ma paroisse, les chercheurs. Oui, nous, les chercheurs, on est amputés là. On a beaucoup de mal à avoir accès aux données. Il y a certaines plateformes qui ne donnent pas accès facilement. Celle qui donne l'accès le plus facile, c'est Twitter. Du coup, c'est la plus critiquée parce que les chercheurs peuvent montrer son mode de fonctionnement. Mais bon, ils en sont d'accord, donc ça se passe bien. Mais par exemple, sur Twitter, en parlant de la temporalité d'une rumeur, on a fait des recherches en Angleterre qui démontrent, ce que je l'évoquais tout à l'heure quand je parlais, que on démontre qu'une rumeur est en fait une vraie information en environ 2 heures, mais quand elle est fausse, ça nous prend 14 heures environ à la détricoter. Voilà, 14 heures, une veille d'élection, ça peut être fatal. Voilà, et ça c'est Twitter, donc je ne peux pas généraliser à d'autres, mais on peut, donc si on a des chercheurs, si on a des alliances, et là évidemment on est dans une logique multi-acteurs, il faut que nous puissions en toute confiance, échanger des informations. Malheureusement, Cambridge Analytica a montré que les chercheurs n'étaient pas tous éthiques et de la recherche, mais je crois que là, il faut qu'effectivement, on puisse avoir accès à les données sans trahir le back-office, sans que ça puisse être utilisé autrement, manipulé autrement, mais qu'on puisse effectivement avoir accès à des données dans la longueur du temps en plus. Il y a une longévité de ce genre d'informations. Si on dit que ça prend 2 ans à rendre une communauté toxique, il faut qu'on puisse remonter sur 2 ans. Voilà. Et ça, oui, juste 2 mots. Le premier, vous parliez de Twitter. Vous savez que le MIT a fait une étude récente sur Twitter et qui montre qu'il y a 7 fois plus de risques que les gens répercutent, retweetent une fausse information qu'une vraie. Et c'est nous qui faisons ça. Je veux dire, nous, les citoyens, pas forcément une puissance ou autre. D'où la nécessité de l'éducation impérative. Et à ce sujet, je me permettrai de dire à monsieur le sénateur qui a dû nous quitter, je n'ai absolument pas parlé de crétins de base. Je parle... Idiot de base, pardon. Pardon pour le concept, il faut être précis. Et vous avez bien raison, c'est différent. Je parle de la crédulité, je parle des adolescents qui sont les nôtres, je parle de mes enfants, de nos enfants. Et, si vous voulez, les jeunes qui sont venus à France Télévisions et auxquels nous avons demandé « Connaissez-vous les Illuminati ?» et qui ont, pour la plupart, levé le doigt, ne sont pas des idiots de base. Ce sont simplement des jeunes qui, comme moi, lisaient le Club des 5 ou un certain nombre de livres de complot, n'est-ce pas? Parce qu'il y a quelque chose de plaisant dans l'histoire d'un complot. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est devenu une grille de lecture de la vie. C'est que c'est devenu une négation de la valeur vérité la plus absolue, la plus mortifère. Nous ne pouvons pas laisser les choses aller en l'état. Et c'est pour ça, dernier point, que lorsque vous avez la responsabilité d'une chaîne d'infos en direct sur le web, eh bien oui, tous vos journalistes qui ont en gros 25 ans de moyenne d'âge, je parle de France Info, eh bien sont éduqués à chasser, repérer la fausse information par un certain nombre d'outils, InVid pour ce qui est de la vidéo, Nuki ou d'autres que nous connaissons qui permettent de retracer. Et puis, vous savez, il y a une dernière chose, c'est l'esprit critique. Se souvenir toujours que la pyramide n'est pas forcément enneigée au Caire. Mesdames et messieurs les participants à cette table ronde, au nom de tous les collègues qui y ont assisté et également participé, je voudrais vous remercier de l'éclairage que vous nous apportez. Vous avez chacun un point de vue différent, évidemment, selon votre domaine d'excellence.
et nous avons à nous y retrouver, entre le juriste, le journaliste, le responsable de réseaux sociaux, l'universitaire et chercheuse, et le spécialiste des stratégies dans le domaine du numérique. Sachez qu'au moment où nous nous apprêtons à recevoir, quand elle aura été votée, une proposition de loi de l'Assemblée nationale, nous jouerons notre rôle, parce que c'est notre ambition, de chambre de réflexion. Et si nous avons pris les devants aujourd'hui, c'est parce que ces matières sont extrêmement complexes et nous ne voulons pas faire une législation impulsive. Qui plus est, nous avons bien compris, et vous nous avez renforcé dans ce sentiment, que les questions que nous avons à traiter vont bien au-delà des campagnes électorales de l'élection présidentielle. Nous avons déjà eu l'occasion, dans des législations récentes comme celle sur la République numérique, d'aborder à certains égards ce type de problématiques, et nous voulons le faire aujourd'hui à nouveau de manière assez ponctuelle, alors que les perspectives que vous ouvrez dans vos échanges, et qui ont été amplifiées par les questions qui vous ont été posées ou les commentaires qui ont été faits par nos collègues, sont d'une toute autre ampleur. Ils ont une dimension technique, une dimension de responsabilité, une dimension pénale. Un certain nombre des problématiques soulevées sont vieilles comme le monde. Ça a été rappelé par ceux qui connaissent le mieux l'histoire, et plusieurs fois j'ai apprécié des interventions qui ont été faites avec une certaine profondeur de champ. Mais même si ces problématiques sont pour partie très anciennes, il est certain que les instruments qui sont mis à disposition de l'humanité aujourd'hui, sans tout bouleverser, posent des problèmes de régulation qui, eux, sont nouveaux. Car les nouveaux médias, évidemment, offrent une caisse de résonance, une rapidité dans la diffusion de la rumeur que le simple bouche à oreille dans le bocage normand n'avait pas. Voilà. Même s'il était toujours très difficile d'arrêter la rumeur. J'ai bien compris que 2 heures sur Twitter pour répandre la rumeur, 14 heures pour la corriger, ça montre effectivement une disproportion qui ne m'a pas surpris entre le temps qu'il y a pour inoculer le virus et le temps qu'il y a pour le traiter. En tous les cas, je veux vraiment vous remercier très sincèrement en notre nom à tous, et il n'est pas impossible que nous ayons besoin de faire appel à votre expertise, à vos compétences au moment où nous aurons à examiner ce texte, voire pour nous engager, commission de la culture et de l'éducation, commission des lois, dans un travail plus ambitieux auquel nous aurons évidemment à réfléchir. Voilà moi ce que je voulais dire, et sans doute que Catherine Morin-Desailly veut ajouter quelque chose. 3 mots, parce que tout a été très bien résumé. Juste vous remercier et vous dire que nous en sommes qu'au début de nos travaux. Nous commençons avec la table ronde à laquelle vous avez accepté de participer. Volontairement, les intervenants ont apporté une expertise différenciée selon l'endroit où vous vous trouvez, voilà, dans les fonctions que vous exercez. Donc nous avons enrichi encore notre réflexion, mais on vous remercie de nous avoir aidé à poser les bases de celle-ci. Juste pour conclure, vous dire que l'Internet est un nouvel espace politique, et en tant que tel, il doit être investi par le législateur de manière à ce que l'on puisse voilà, se poser les bonnes questions et intervenir au moment où il le faut, même si ce n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. En tout cas, merci pour la référence au bocage normand, cher Philippe. Nous partageons cet espace de vie, à défaut d'un espace politique. Et en tout cas, merci encore à toutes et à tous. Voilà pour cette table ronde organisée conjointement par les commissions de la culture et des lois, respectivement présidées par la sénatrice UC Catherine Morin-Desailly et le sénateur LR Philippe Bas, qui ont tous deux pour objectif d'anticiper sur l'examen au Parlement du projet de loi annoncé par Emmanuel Macron en janvier 2018, qui a pour objectif de lutter contre les fake news. Vous pouvez toujours voir et revoir toutes les tables rondes sur notre site publicsena.fr. Très bonne journée sur les chaînes parlementaires.